Alors, toujours sur le même thème des commotions cérébrales, nous retrouvons à présent le docteur Renaud David, qui va nous parler donc des effets cognitifs et psychiques de ces commotions cérébrales répétées. Je précise simplement que vous êtes psychiatre et que vous intervenez notamment au CIMI, à l'hôpital de CIMI à Nice, auprès des personnes âgées. Donc, vous pouvez observer tous les jours peut-être ces effets, en tout cas cognitifs et psychiques. Merci beaucoup Nancy, merci à toute l'équipe de la Semaine du Son, merci à l'équipe de la Direction de la Recherche Clinique, Véronique Marie et Éric Monch. Oui, alors effectivement, je suis psychiatre et je ne reçois malheureusement pas encore beaucoup de vieux sportifs, mais quelques-uns, ça m'arrive de temps en temps. Mais je vais essayer de détailler un peu ces aspects-là, en vous parlant des différents aspects qui peuvent amener à ces manifestations à moyen et à long terme des traumatismes crâniens. Alors déjà, il y a la question du mécanisme, parce que, comme l'a dit Nicolas Capet juste avant, on parle souvent de choc direct à la tête, et vous le voyez sur la photo de ce footballeur avant et après le choc, on peut volontiers imaginer les conséquences que ça peut avoir. Mais il y a un autre type de mécanisme qui peut expliquer les chocs à la tête, c'est les mécanismes indirects. Et un des éléments de réflexion est venu notamment de l'observation des soldats qui étaient victimes d'explosions, ce qu'on appelle le blast. Donc c'est le souffle de l'explosion qui crée de manière indirecte un choc à la tête. Et donc finalement dans le sport aussi, on a beaucoup de mécanismes de type blast qui peuvent s'opérer. Quand par exemple vous avez un sportif de 100 kg qui court à 40 km/h, qui est subitement bloqué par un autre sportif de 100 kg et sa vitesse passe de 40 km/h à 0 km/h brutalement, eh bien ça crée comme l'effet d'un blast, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement indirect du cerveau qui peut s'opérer. Et donc, c'est un mécanisme qui est à l'origine des traumatismes. Il y a la question aussi de l'intensité, puisque souvent on pense que plus le choc est fort à la tête, plus il va avoir un impact, mais on a pu observer, et je vais le détailler un peu à la fin de la présentation, c'est que des impacts de faible intensité peuvent avoir un impact fort sur les conséquences à moyen et long terme qu'il convient peut-être de repérer et de prévenir. Et puis la question des symptômes, c'est la question des symptômes au moment du choc, à court terme, comme l'a détaillé le docteur Capet, et puis les symptômes qui peuvent apparaître à long terme. Et c'est là qu'on a vu que finalement les symptômes attendus n'étaient pas toujours ceux qu'on pouvait imaginer, avec la survenue de symptômes de l'ordre des symptômes psychiatriques et psychiques qui peuvent être trompeurs parce que ce n'est pas forcément ceux qu'on attend dans le cas d'une commotion cérébrale. Alors, un petit rappel historique, parce que finalement cette notion est assez récente. Elle date des années 1930 avec des premiers médecins qui ont observé des boxeurs. Et puis, c'est ce qu'on avait appelé le punch drunk des boxeurs, où la description qu'on en faisait, c'était des sportifs qui étaient devenus comme des enfants. Hein, ils avaient un aspect de démence avec des difficultés articulatoires qui se mettaient en évidence. Et un peu plus tard est apparu le terme de démence pugilistique, au cours de laquelle on décrivait effectivement la survenue de troubles cognitifs et de troubles psychiatriques, et puis des troubles du comportement qui pouvaient être marqués comme ce qu'on appelle une sociopathie, avec des troubles du comportement sévères. Et finalement, dans un troisième mouvement, on avait des symptômes comme on voit dans la maladie de Parkinson, ce qui avait été décrit chez Mohamed Ali, notamment le boxeur, qui est caractéristique de l'aspect tardif de la pathologie. Et donc c'est finalement en 1940 qu'on aborde une première fois le concept d'encéphalopathie chronique traumatique à partir du cas d'un jeune boxeur qui lui a présenté des symptômes paranoïaques et des symptômes dépressifs, donc totalement à l'opposé des symptômes neurologiques classiques. Et puis un peu plus tard, donc là on est dans les années 70, quand on commence à analyser le cerveau des boxeurs, donc c'est de l'analyse post-mortem, on fait des coupes de cerveau, eh bien on se rend compte que dans ces cerveaux des boxeurs décédés, on retrouve des neurodégénérescences fibrillaires caractéristiques de celles qu'on observe aussi dans la maladie d'Alzheimer, mais avec des topographies qui sont un petit peu différentes. Et puis, aux États-Unis, un peu plus tard, on commence aussi à évoquer ce concept d'encéphalopathie chronique traumatique, après avoir observé des vétérans qui revenaient des soldats qui revenaient d'Afghanistan. Et en 2005, c'est le docteur Bennett Omalu qui s'est fait connaître et qui a créé un peu le débat en mettant en évidence ce lien entre l'encéphalopathie chronique traumatique
et le football américain. Et quand on sait les revenus économiques que rapporte le football américain, il a eu des détracteurs très vite qui se sont positionnés pour dire qu'il n'était pas évident qu'on puisse mettre en évidence un lien entre la pratique du football américain de manière intensive et la survenue à long terme de pathologies neurologiques. Et alors, le troisième aspect dont je voudrais parler, c'est qu'il y a un effet cumulatif finalement des chocs. Et les études actuelles semblent dire qu'à partir de 3 commotions au cours de sa vie, eh bien, on aura d'une part plus de symptômes et qu'il nous faudra plus de temps pour nous en remettre. Et qu'on s'expose à des troubles cognitifs et des troubles de la mémoire qui seront persistants. Alors, et puis, très rapidement aussi, peut-être le lien qui se fait à partir de 3 commotions cérébrales sur la possibilité d'être plus volontiers atteint d'une maladie pré-Alzheimer ou Alzheimer, et éventuellement d'autres pathologies comme la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Parkinson, qui sont des formes cliniques possibles de l'évolution des commotions cérébrales à long terme. Alors, donc, si on essaye de cette encéphalopathie traumatique chronique les premiers symptômes sont finalement des symptômes psychiatriques. Ça peut être de l'irritabilité, de l'apathie, de la dépression, des idées suicidaires. Et que finalement, la deuxième partie, les aspects cognitifs, les troubles de la mémoire, qu'on appelle épisodiques, c'est la difficulté à se rappeler d'épisodes de la vie qu'on a vécu, comme par exemple ceux qu'on a mangés hier soir, et puis des modifications des fonctions exécutives, donc des fonctions complexes du fonctionnement du cérébral humain, et des mouvements anormaux peuvent apparaître dans un deuxième temps. Et la troisième étape du tableau clinique, c'est finalement l'apparition de troubles polymorphes, troubles du langage, troubles de la marche, difficultés articulatoire et puis d'autres manifestations. Ce qui est caractéristique, et c'était une des questions lors de l'intervention du docteur Capet, c'est que ces symptômes sont d'évolution a priori plus lente que dans la maladie d'Alzheimer, mais avec des troubles psychiques et du comportement souvent plus marqués et souvent au premier plan. Alors, quand on s'intéresse au devenir des boxeurs, des sportifs, on se rend compte que cette encéphalopathie chronique concerne à peu près 20% des boxeurs professionnels, avec une survenue des symptômes vers 43 ans. Donc c'est quand même très très précoce, et on estime que les premiers symptômes apparaissent à environ 10 ans après l'arrêt de la pratique sportive. Je l'illustre avec une étude qui a été faite en Suède. Les Suédois sont très forts pour ces études prospectives sur des gros échantillons de personnes. Et là, ils ont analysé 800 000 jeunes futurs soldats d'âge 18 ans. Ils les ont suivis dans la durée. Et ils se sont rendus compte que ceux qui étaient observés, qui avaient été affectés par des traumatismes crâniens sévères avaient un risque de développer une démence du sujet jeune 2,5 fois plus importante que le reste de la population. Et que si vous étiez exposé à des traumatismes crâniens légers, uniques ou répétés, ce risque était aussi plus important qu'en population générale. Alors, une des questions, c'est c'était une des questions qui avait été abordée par Nancy avec le docteur Capet, c'est est-ce qu'on peut voir ces anomalies, puisqu'une des caractéristiques, c'était de dire que la commotion, finalement, c'était un événement à imagerie normale, imagerie conventionnelle normale. Et on a quelques éléments de réponse grâce aux apports de l'imagerie des fibres, ce qu'on appelle l'imagerie en tractographie qu'on peut faire grâce à l'IRM. Et donc vous voyez sur ces deux illustrations, alors celle de en bas à gauche, c'est le trajet des fibres nerveuses 2 semaines après un traumatisme crânien. Et on voit que dans certaines régions, eh bien, on voit une rupture complète de ces fibres nerveuses. On les voit aussi jusqu'à 16 mois après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu de réparation. Et donc, si on avait la possibilité dans le futur de mettre nos sportifs dans des imageries un peu plus évoluées dites de recherche, peut-être finalement on verrait des lésions très précoces, des lésions des fibres qui sont parfois des lésions qui apparaissent à la jonction entre la matière blanche et la matière grise, à des endroits où on crée des zones de cisaillement des fibres neurologiques. Un autre élément qui avait été abordé dans la présentation du docteur Capet, c'est finalement est-ce qu'on a des anomalies caractéristiques comme celles que l'on peut voir dans la maladie d'Alzheimer. On avait évoqué le dépôt de protéines Tau,
et éventuellement le dépôt de protéines amyloïdes, ces deux molécules caractéristiques qui ont été décrites dans la maladie d'Alzheimer. Eh bien, si on utilise un traceur spécifique de ces deux protéines, tau et amyloïdes, eh bien, on se rend compte, quand on regarde l'imagerie de joueurs de football américains et également celle de militaires exposés à du blast, eh bien, on se rend compte que sur les taches rouges qu'on voit sur cette diapositive, que finalement, les dépôts de plaques amyloïdes et de protéines tau sont plus marqués que ceux qu'on peut observer chez des patients qui développent une maladie d'Alzheimer. Donc finalement, on a un autre marqueur potentiel de ces anomalies caractéristiques qu'on peut voir dans l'encéphalopathie traumatique chronique, en plus d'autres protéines. Alors là, c'est si on veut développer ce qu'on voit vraiment de manière macroscopique après découpe des cerveaux, eh bien, on se rend compte qu'au début, dans le stade préliminaire, le stade 1 des lésions, on a quelques anomalies disséminées dans l'ensemble du cerveau, notamment dans les sillons corticaux. Et plus on avance dans la sévérité de la pathologie, plus on voit ces anomalies qui se déposent notamment dans les régions dites temporales internes et de l'hippocampe, celles qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. On voit souvent dans l'encéphalopathie chronique plutôt des dépôts de tau que des dépôts amyloïdes. Et on voit dans 80% des cas aussi une autre protéine qui s'appelle la TDP43, qui semble être assez caractéristique de l'encéphalopathie. Alors, qui est le plus à risque finalement de développer ces maladies chroniques post-traumatiques? Eh bien, c'est une question qui est intéressante actuellement pour les jeunes et puis peut-être aussi pour les femmes qui sont de plus en plus engagées dans les processus de sport de haut niveau. Pourquoi ces deux populations? C'est une question de physiologie. Alors pour l'enfant, parce que vous le voyez sur ce schéma, le ratio entre le corps et la tête et la musculature du cou notamment n'est pas la même quand on est tout jeune enfant et quand on est adulte. On a une grosse tête quand on est enfant par rapport au reste du corps, alors que quand on est adulte, la proportion globale de la tête est moins importante et surtout la musculature du cou s'est développée et la musculature du cou n'a plus à porter cette grosse tête comme c'est le cas de l'enfant. Donc on peut imaginer qu'un jeune qui fait du sport et qui s'expose à des traumatismes va solliciter davantage sa musculature cervicale et va être plus à risque de faire des mouvements de tête qui sont péjoratifs pour lui. Et c'est la même chose pour les femmes qui d'un point de vue physiologique n'ont pas la même musculature et qui sont possiblement plus fragiles aussi pour les mêmes sports que les hommes. Et donc c'est une illustration avec une rugbyman, je crois qu'elle a été championne du monde, qui a fait la chronique parce qu'elle est victime de ces pathologies traumatiques du sport et qu'elle commence à le médiatiser. Alors, comme le disait le docteur Capet, si par exemple je suis footballeur, quel poste faut-il que je choisisse? Alors c'est une bonne question parce que finalement on n'est pas tous apparemment égaux devant les chocs en fonction de la position. Et il semble que finalement quand on analyse des sportifs de haut niveau, ce soit les défenseurs centraux au football qui soient le plus affectés. Alors pourquoi ? Parce qu'ils passent leur journée à recevoir des ballons qui traversent le terrain envoyés par le goal adverse et ils les renvoient de la tête. Donc il reçoit à fort impact des ballons qui viennent de faire 90 mètres et qu'ils prennent à chaque fois sur la partie frontale à longueur de journée. Et on s'est rendu compte que finalement ces défenseurs centraux, quand on leur faisait passer des tests cognitifs, ils étaient moins bons que les autres joueurs. Ils avaient des caractéristiques cognitives plutôt moins bonnes. Et que c'était corrélé finalement au nombre de tests que vous alliez faire dans votre carrière. Alors c'est une autre enquête qui avait été faite par d'autres chercheurs auprès de footballeurs amateurs, ce coup-là, jeunes, une trentaine d'années, et on s'est rendu compte qu'à partir de 1300 têtes par an, eh bien, on commence à fabriquer des anomalies à l'IRM qui sont caractéristiques. Alors que la moyenne des têtes est de 400 têtes par an, donc on fait un peu plus d'une tête par jour, la moyenne des joueurs. Mais là, 1300 têtes, vous voyez combien de têtes il faut faire par jour pour commencer à impacter votre cerveau. Et donc, ça peut avoir des conséquences sur les messages que l'on peut donner dans les écoles de sport. Alors, une petite respiration
quel est le nerf le plus long chez l'homme? On se pose souvent la question, hein, parce que est-ce que le ballon peut affecter les parties nerveuses? On a dit que oui. Eh bien, il semble que ça affecte également la fonction érectile chez le sportif de haut niveau. Donc, deux bonnes raisons. Perdre ses neurones du haut et du bas chez l'homme est une bonne raison pour y aller mollo sur le sport de haut niveau. J'enchaîne après cette pause sur une étude dite de la souris casquée. C'est une étude de 2012 qui s'est intéressée à l'effet du blast chez 4 populations de souris. Des souris normales à qui on a fait subir aucun traumatisme, des souris à qui on a fait subir un faux blast, donc c'est une explosion, mais elles n'ont pas senti le souffle de l'explosion. Des souris à qui on a soumis un blast, donc une véritable explosion, comme une explosion de bombe. Et puis des mêmes souris à qui on a fait subir un blast, mais qu'on avait protégé. On leur avait mis un casque et une minerve. Et ensuite, ces souris, on leur a demandé de parcourir un labyrinthe et de retrouver la sortie du labyrinthe. Elles avaient été entraînées d'abord à ça. Et donc, c'est une tâche de mémoire, savoir quelle est leur capacité à sortir le plus rapidement du labyrinthe si elles ont mémorisé le trajet du labyrinthe. Eh bien, on s'est rendu compte que les souris qui avaient été soumises au blast étaient plus lentes à sortir du labyrinthe. Donc, elles avaient un problème de mémoire qui leur permettait de sortir rapidement du labyrinthe. Deuxième constatation, c'est que les souris qui avaient eu le blast avaient des anomalies de type de neurodégénérescence fibrillaire dans leur cerveau, ce qui n'était pas observé dans les 2 populations témoins. Et le troisième constat, c'est que les souris exposées au blast, mais qui avaient un casque et une minerve, d'une part, n'avaient pas de troubles de la mémoire, et en plus, n'avaient pas d'anomalies caractéristiques dans le cerveau. Donc vous allez me dire, il suffit de sortir casqué, et le problème est résolu. Ça semble ne pas être aussi simple que ça, mais ça a amené des réflexions notamment. Devant l'impact des têtes, comme je vous disais, chez les défenseurs centraux, eh bien, les politiques ont changé. Notamment aux États-Unis, on a commencé, par exemple, à interdire chez une population de jeunes de moins de 10 ans de pratiquer le jeu de tête. Et par exemple, les remises en jeu au football ne se font pas par derrière la tête vers une autre tête, mais se font au pied. Et récemment, c'était un article que j'avais pris dans l'équipe de janvier 2020, en Europe, peut-être que ça va changer aussi, puisque l'Écosse, la fédération écossaise, réfléchit à pouvoir interdire le jeu de tête au football en dessous de l'âge de 12 ans, pour éviter justement ce risque de maladie neurodégénérative. Par ailleurs, est-ce que c'est un changement des réglementations qui est important ou est-ce qu'il faut se protéger davantage ? Puisqu'on voit apparaître, par exemple, dans le rugby, une augmentation du nombre de protections. Comme le disait le docteur Capet, finalement, plus on vous protège, plus vous vous dites que vous pouvez aller mettre la tête dans la mêlée, et plus vous y allez gaiement. Donc finalement, c'est peut-être la première option qui semble intéressante actuellement, qui retient l'attention des fédérations, et peut-être qu'on verra en France prochainement une modification de la réglementation sur ce type de passage au jeu chez les plus jeunes. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Donc en cette période de Covid, il faut porter un masque et un casque, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, Dr Renaud David. C'était pour cette présentation très bien vulgarisée et extrêmement intéressante encore une fois. Peut-être moi déjà une petite question, parce que je me la réserve toujours, mais pourquoi ne se met-il pas en place un système de réparation les réparations du cerveau classiques suite à ces chocs? Est-ce que c'est des systèmes qui sont défaillants dans ce cas-là? Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus? Je pense que les systèmes de réparation s'opèrent, que c'est variable probablement en fonction de l'âge. C'est-à-dire que le cerveau des tout jeunes en maturation jusqu'à l'âge de 20-25 ans, on sait qu'il y a une plasticité cérébrale beaucoup plus importante que chez les personnes après 25 ans. Mais même après 25 ans, on sait qu'il y a quand même de la régénérescence qui peut s'opérer, modeste ou pas complète. Ça veut dire qu'on peut développer des circuits alternatifs neuronaux. La plasticité. Voilà, exactement. Mais ça semble pas être suffisant pour tout réparer. Et donc ça, c'est un constat. Et pourquoi c'est comme ça, je n'en sais absolument rien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas, ce que je veux dire, est-ce qu'il n'y aurait pas parmi ces jeunes victimes de commotion, etc., certains qui réparent bien et qui échappent donc à le développement
de troubles à distance, puisque comme vous le disiez, chez les boxeurs, il y en a 20%, mais il y en a quand même 80% qui, en dépit de ces coups à la tête répétés, ne vont pas faire de syndrome d'encéphalopathie. Donc, alors effectivement, alors déjà la question c'est est-ce qu'on a dépisté tout le monde? C'est quand même une notion qui est assez récente. Je suis pas certain que tout le monde aille se faire dépister parce que là, on a parlé d'un point de vue médiatique des sportifs de haut niveau qui avaient une carrière, mais on ne parle pas de tous les sportifs amateurs qui sont des inconnus, on va dire. Donc peut-être que le lien entre leur maladie d'Alzheimer et le fait qu'ils aient fait du sport dans leur jeunesse n'est pas été établi et eux-mêmes ne le supputent pas. Donc ça, c'est peut-être un premier élément de réponse. J'en ai perdu le fil de la première question. Non, ce que je veux dire, j'insistais sur le système de réparation parce que malgré tout, on se dit que ces chocs répétés, soit chez des jeunes boxeurs ou autres, ne peuvent avoir qu'une incidence, mais 80%, a priori, dans les cohortes, en fait, ne développent pas. Oui. Donc, est-ce que on n'a pas en cause aussi une faille dans les systèmes de réparation? C'est ça. Alors, ensuite, il y a la question de la variabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux. Alors, un élément de réponse, par exemple, c'est de vous dire qu'il y a des études qui se sont intéressées sur la commotion à certains gènes de vulnérabilité, comme on retrouve dans l'Alzheimer. D'accord, voilà. La polyprotéine 4, c'est une modification, une mutation qu'on retrouve dans l'ADN qui caractérise certaines franges de la population et pas d'autres. Et des études semblent dire que dans la commotion cérébrale, peut-être que ceux qui auraient ces modifications génétiques seraient plus à risque aussi de faire des commotions que d'autres. Mais là, on ne connaît pas tout. Mais probablement qu'il y a des facteurs de vulnérabilité interindividuelle qu'on ne connaît pas encore. Mais ça, c'est probable. Ouais. Et en plus, ce qui peut alerter, c'est que vous décrivez des troubles psychiques et des maladies neurodégénératives très tôt, comme on les retrouve dans les maladies avec des composantes génétiques, c'est-à-dire qu'on est vers 40, 50 ans, et non pas vers au-delà de 70, 80 ans, comme dans les maladies neurodégénératives, je dirais, plus classiques. On retrouve cette jeunesse. Alors effectivement, alors ça rejoint un peu ce que disait le docteur Capet, c'est-à-dire que quand on observe ces jeunes joueurs, on a l'impression que certains sont plus à risque de faire une commotion cérébrale, et on se posait la question de savoir pourquoi cela. Et c'est vrai que quand on les interroge, on a été étonné de voir que certains étaient quand même exposés à des épisodes de vie qui étaient traumatisants pour eux au plan psychique, et que peut-être leur prise de décision sur le terrain pouvaient être altérés et qu'ils allaient mettre la tête au mauvais moment alors que d'autres joueurs n'allaient pas avoir ce type de comportement. Et donc là, on rentre effectivement dans la vulnérabilité génétique des maladies psychiques qui font que, effectivement, possiblement de génération en génération, on peut être concerné par des troubles similaires. Et peut-être aux psychiatres, juste pour rebondir là-dessus, sur les jeunes sportifs qui sont extrêmement poussés et sans peut-être avoir toujours la vocation pour aller vers ces sports. Est-ce que là, c'est le psychiatre que vous êtes met un petit peu en garde parce que s'il y a, docteur Capet l'évoquait tout à l'heure, peut-être on est plus exposé aux commotions cérébrales lorsqu'on est dans un certain état psychique. Est-ce que vous avez peut-être un mot à destination de tous ceux qui entourent ces très jeunes sportifs ? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est quand même très très philosophique, c'est-à-dire les parents qui décident de pousser leurs enfants de manière extrême dans le sport, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est une opportunité, je sais pas du tout. Quand on interroge, moi je suis comme vous l'actualité, on voit certains tennisman qui se retrouvent baignés très rapidement dans le sport. On sent qu'ils n'ont pas choisi, mais finalement, ils ont leur vie. Et il y en a qui sont heureux de la vie qu'ils ont eue, d'autres qui regrettent de la façon dont les parents les ont entraînés là-dedans. Donc, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Non, je ne me permettrai pas d'avoir une opinion dessus. D'accord, alors, pas de souci. On prend une question d'internaute. Une question de Sandrine, qui en fait rebondit un peu sur la question précédente, à savoir quelles sont les méthodes préventives dans l'après-coup chez les jeunes. Alors effectivement, ça c'est des choses qui sont assez peu codifiées actuellement. C'est-à-dire qu'on est dans la stratégie de dire que on dépiste des éventuelles anomalies, qu'on met le joueur à l'écart du terrain ou du jeu le temps que les symptômes diminuent. Mais que se passe-t-il si les symptômes persistent ? Alors, on a vu qu'il y avait différents types de symptômes. Si c'est des symptômes plus de l'ordre psychologique, on peut proposer une prise en charge adaptée. Quand elle est plurifactorielle,
liées aux facteurs familiaux, juste aux conséquences elles-mêmes du trauma. Et quand c'est des paramètres cognitifs, eh bien, la discussion, c'est de dire quelle stimulation, quelle remédiation cognitive on peut mettre en place pour essayer d'améliorer des troubles cognitifs qui pourraient se mettre en place suite au choc, comme des troubles de mémoire, des troubles d'attention, de concentration, qu'on observe assez fréquemment et qui peuvent impacter ensuite le futur du joueur. C'est-à-dire quand vous avez des capacités attentionnelles et de concentration qui sont impactées, on peut imaginer que votre capacité à être bon dans le jeu va aussi être impactée après. Et donc, toutes ces stratégies de prise en charge cognitive et psychologique, eh bien, elles sont assez peu codifiées, mais à mon avis, elles ont un intérêt à être développées pour accompagner au mieux ces joueurs et qu'ils retrouvent au moins leur niveau initial de fonctionnement. Merci. Une autre question. Et est-ce qu'on a une idée de à partir de quel âge on peut lancer des dépistages chez les jeunes? Alors ça, c'est une autre question qu'on a eue avec les clubs. C'est-à-dire, est-ce que quand des jeunes s'inscrivent dans des clubs, est-ce qu'on doit faire une ligne de base du niveau de performance cognitive? Comme ça, si éventuellement un événement traumatique apparaît durant la saison, est-ce qu'on est capable de mesurer la différence entre son niveau de base et l'impact potentiel de la commotion? Alors ça, c'est une discussion qui est en cours, je pense, et qui n'est pas consensuelle. Certaines recommandations disent que ça ne sert à rien de mettre en place des évaluations de base. Et puis peut-être que d'autres diront le contraire. Nous, on s'est rendu compte à l'échelle niçoise que effectivement, c'était difficile de savoir si un joueur avait un niveau de base déjà altéré pour plein de raisons, ou si c'était la commotion qui altérait son niveau de performance. Et nous, on aurait aimé avoir une ligne de base. Et donc ça, c'est une réflexion qu'on a au niveau local avec les clubs, de dire, est-ce qu'on ne peut pas proposer des évaluations en début de saison pour savoir si, en cas de choc après, le niveau est altéré et comment on peut retrouver ce niveau avec la remédiation. Encore une question, c'est ça? Les questions arrivent nombreuses. Une question très, très spécifique de Bernadette qui demande s'il y a eu des études qui ont été faites sur le parachutisme. Alors, faut pas tomber sur la tête, un parachute, ça paraît évident. Je ne sais pas pour le parachutisme spécifiquement, mais effectivement, pour avoir fait moi-même pas mal de parachutisme, je sais qu'il y a plusieurs types d'impact, notamment au moment où le parachute s'ouvre, et éventuellement s'il ne s'ouvre pas aussi. Mais dans le deuxième cas, bon, le diagnostic est facile. Mais vous avez raison, de manière plus générale, outre le parachutisme, il y a beaucoup de sports a priori qui sont dits peu traumatisants. On parlait du football, mais il y a probablement beaucoup de sports avec des mini-impacts, que ce soit des chocs directs à la tête ou des mouvements de la tête qui peuvent être à source de commotion, qui vont rentrer progressivement dans la liste des sports qui vont être protégés. Je me disais, pour vous aider, est-ce qu'on pourrait pas, vous pourriez pas proposer à tous les neurologues, psychiatres et autres d'interroger systématiquement face à des troubles cognitifs ou psychiques apparaissant vers 40-50 ans sur la pratique de sport assidu pendant l'enfance? On pourrait progresser très vite avec des questionnaires comme ça et peut-être parce qu'il y a des enjeux majeurs dans ce que vous présentez. Est-ce que vous pourriez pas rassembler autour de votre projet plus largement? Alors c'est un peu l'idée en cours avec le docteur Capet, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au sport de haut niveau qui est très médiatisé, mais avec des joueurs qui sont aussi suivis dans un environnement médical qui est prédisposant. Encore que. Oui, ils sont un peu lâchés après. Pour un genou, pour une cheville, il y a un accompagnement fort, mais pour une tête, c'était pas encore le cas. On voit donc dans le sport de haut niveau que les joueurs eux-mêmes commencent à s'intéresser au fait que leur santé soit prise en considération par les clubs, pour ne pas être remis sur le terrain immédiatement après une commotion, notamment les joueurs importants des clubs. Souvent, ils font une commotion, on l'a vu dans le rugby, et puis on leur dit, bon allez, tu retournes vite sur le terrain parce que tu es quand même indispensable. Et les joueurs commencent à s'intéresser à l'environnement médical qui leur est proposé, en plus du salaire, mais le salaire n'est pas la seule condition. Dans le sport amateur, c'est différent, c'est que l'environnement médical est très pauvre, voire inexistant. Et puis, il n'y a pas de vidéo, donc les commotions ne sont pas filmées, on n'a pas de possibilité de tracer ce qui s'est passé. Et donc, c'est le message qu'on cherche à apporter, c'est qu'effectivement, dans le sport amateur, auprès des plus jeunes, on doit faire de l'éducation pour modifier les comportements, effectivement. Et peut-être une ultime question, dans un
un trauma crânien lié à un accident de la voie publique, un trauma crânien ou plusieurs traumas crâniens, est-ce qu'on retrouve les mêmes encéphalopathies que liées à des commotions cérébrales répétées lors de la pratique sportive? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai que il faudrait avoir des études qui suivent les gens à un instant T et qui les suivent dans la durée et puis qu'on mesure tous les événements qui sont passés dans leur vie. Souvent, on a des études rétrospectives, c'est-à-dire on regarde votre état de santé à un instant T et puis on vous demande est-ce que vous avez eu un accident de voiture, des commotions dans votre vie. Et puis on essaie d'imputer le lien de causalité. Donc on manque d'études sur ce titre-là, mais c'est vrai que le coup du lapin qu'on a souvent dans l'accident de la route, il est très proche du blast ou du rugbyman qui se fait plaquer à 40 km/h. Donc je pense qu'on est dans des situations assez similaires. Il pourrait y avoir des enquêtes intéressantes à mener. Ouais. Eh bien, écoutez, on arrive déjà au terme de votre présentation, mais on vous retrouve dans l'après-midi sur l'odorat et les émotions. Merci infiniment à vous pour cette présentation.